tu peux dire éditrice. Éditrice. Mais pour moi, le postface de c'est la note de l'éditeur. C'est la note d'éditeur. C'est une notion en soi, une note d'éditeur. C'est donc un terme générique. Je ne veux pas le sexuer. Okay. Voilà. Je ne suis pas... voilà. Bonjour, nous sommes aujourd'hui le mardi 7 février et c'est avec grand plaisir que je reçois pour Littérairement Vôtre, deuxième émission, Emmanuelle Viala-Moisan, l'éditrice de Le Soupirail, une maison d'édition qui existe depuis 2014. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Hélène. Alors, nous avons choisi de nous rencontrer au sujet de ce que représente le métier d'éditeur. Parce qu'on connaît bien le métier d'auteur, on connaît l'aspect des lecteurs, mais éditeur. Sans l'éditeur, pas de livre. Alors, quelle carrière pourtant avant de créer cette maison d'édition ? Qu'est-ce qui conduit à être éditrice ? Alors, je ne saurais pas dire exactement ce qui conduit. Ce que je peux analyser, en tout cas, c'est que ça a toujours été présent. La littérature a toujours été présente. Quoique, j'ai commencé avec un bac scientifique, mais j'ai découvert la littérature grâce à des professeurs de français, un jeune couple, et notamment des textes, principalement de poésie. Des textes comme Saint John Perse, comme Le Clésio, comme Breton, comme Réverdy, Sartre. Et ça a été quelque chose qui a fait, je pense très sincèrement, que non seulement j'ai passé un bac scientifique, mais j'ai passé un bac littéraire. Et je me suis orientée d'un seul coup en classe préparatoire de lettres, pour la passion et principalement aussi pour l'ouverture, la découverte que j'ai faite en littérature, en fait. Et je le dois vraiment à ces professeurs, avec qui je suis d'ailleurs... toujours en lien, peut-être. L'un d'entre eux, en tout cas, voilà, Bernard Fauconnier, qui a écrit aussi pas mal de livres, etc., donc, sur la montagne Sainte-Geneviève, etc., etc. Mais la montagne Sainte-Victoire, pardon. Mais quelqu'un qui n'exerce plus, bien sûr, mais qui est toujours présent. En tout cas, moi, c'est vraiment ça, je crois, qui a fait que je ne suis pas orientée en biologie comme je voulais, etc., etc. Et c'est ça qui a décidé, en fait, de ce changement de parcours que je n'ai pas... Donc je ne regretterai jamais. Voilà. Un travail pendant un certain temps dans le domaine de l'édition, dans la région parisienne, je crois, auprès d'éditeurs parisiens. En fait, bon, j'ai quand même fait un DEA de littérature comparée. Oui. Donc je me suis intéressée aux autres littératures, ça aussi. Oui. Et puis j'ai travaillé et dans la communication et dans un groupe de presse sur l'Asie. Voilà. Oui. Donc dans d'autres domaines et l'édition. Un vaste horizon. Et j'ai découvert aussi tout ce qui est les autres littératures. C'est toujours ça qui m'a fascinée dans le livre, c'est de pouvoir aller découvrir d'autres littératures, et francophones et étrangères. Oui. Parce que aussi on en enseignait peu même à l'université. Oui. Donc voilà, même si j'ai fait un mémoire en DEA de littérature comparée, mais plutôt américaine. Et donc c'est vraiment la passion en fait du texte aussi qui m'a menée à ça. Et à créer la propre maison. Et à créer, voilà. Ouais. Parce qu'on ne va pas faire comme dans certaines émissions, faire semblant de se vouvoyer. Je connais bien Emmanuelle, nous nous tutoyons, on va continuer pendant l'émission, ça va alléger les choses. Ouais. Et c'est pour ça je te demandais, créer ta propre maison à un moment, Le Soupirail. Un petit mot sur Le Soupirail ? Oui, Le Soupirail, c'est extrait déjà, le mot lui-même est extrait d'un poème de Rimbaud. Ça donne déjà une certaine perspective. Ensuite, c'est un lieu que j'ai voulu, je dis volontairement un lieu, où des littératures. Je n'ai jamais songé autrement
que littérature française et étrangère, contemporaine. Oui, voilà. et plusieurs genres. Plusieurs genres, un peu de poésie, un peu d'essai, peu de titres par an. Voilà. Tout ça, ça a été pensé comme ça. Et plutôt des univers très littéraires, très écrits. Très exigeants. Très exigeants au niveau de la langue. Qualité de la langue. Du rythme et du projet, j'allais dire, du projet littéraire d'un auteur, d'un écrivain. Voilà. Ah oui, là, on s'ancre donc dans une dimension qui accompagnera l'auteur. Oui. Si on parle d'un projet littéraire, c'est pas un one-shot, comme on dit maintenant. Il y a un accompagnement. Ah non, ça, il faut essayer, pour moi, le moins possible de le faire. Et je pense qu'un éditeur choisit un texte et un auteur. Oui. Ou un traducteur, on en parlera, mais le traducteur ou l'auteur choisit aussi l'éditeur avec qui il veut. Dans une certaine mesure, il le choisit. Oui. Et donc, du coup, quand on se choisit, on décide d'être des compagnons de route dans un projet. Et pour moi, le projet final, c'est un texte, c'est rendre vivant un texte, c'est transmettre un texte. Le faire vivre. Voilà, le faire vivre. Et c'est la partie de l'édition, en fait, j'aurais pu enseigner. Voilà. Oui, parce qu'il y a des masters de J'aurais pu l'édition. enseigner, mais même enseigner la littérature. Voilà. J'étais même partie pour ça. Et je pense que je me souviens d'une phrase d'un de mes profs de prépa qui m'avait dit « Mais mademoiselle, vous finirez comme tout le monde, vous passerez le CAPES ou l'agrégation. » Et le fait qu'il me dise ça, c'est-à-dire qu'il m'enferme dans quelque chose... Oui, tout à fait. C'est ça qui m'a... J'ai dit non, parce que je veux me situer... Non pas que je n'aime pas la transmission, qui est quelque chose que j'affectionne particulièrement. C'est une autre façon de transmettre. C'est une autre manière, mais je voulais me situer à l'arrière du décor, c'est-à-dire dans la création d'un... vaste programme, là. Et là, c'est cette partie-là qui m'intéressait. Et la transmission, on l'a fait différemment. On l'a fait en publiant, en faisant la promotion d'un texte, d'un auteur. En rencontrant les lecteurs. Des classes, etc. On l'a fait différemment. Les libraires, les lecteurs, les professeurs. Tout à fait. Oui. D'ailleurs, j'ai eu le plaisir de te recevoir avec un de tes auteurs au lycée où je suis intervenue pendant plusieurs années. Et c'est des moments passionnants aussi, la rencontre des jeunes. C'est passionnant et c'est vraiment, pour moi, c'est très important pour nous, mais aussi pour les écrivains, pour les auteurs, parce que la littérature, c'est vivant. Et c'est vivant, vraiment. On le lit à voix haute, on le transmet, on peut transmettre l'envie de lire. Oui. Et c'est ce que font les libraires aussi. Tout à fait. Après. Tout à fait. Oui, il faut lire à voix haute. Mais c'est vrai que pour moi, c'est un matériau qui est extrêmement vivant. Voilà, l'art est vivant. Il faut le faire vivre. Et c'est vraiment très très important. Alors justement, pour faire vivre cet art, mais comment on choisit les livres que l'on va éditer? Parce que oui, on édite, mais comment ça se passe? Est-ce qu'on reçoit des manuscrits? Beaucoup, j'imagine. Est-ce qu'on connaît des auteurs? Comment ça se passe? Ça, c'est toujours d'abord, il faut toujours avoir... C'est pour ça que c'est important aussi d'avoir travaillé... je pense qu'on ne démarre pas ex nihilo comme ça, une maison d'édition, etc. Même si on peut, mais en tout cas, on aura beaucoup plus de choses à apprendre. Des clés aussi du métier. Oui. Donc, on a forcément déjà des connaissances, on a toujours des gens qui connaissent. Oui. Même s'ils enseignent, même s'ils sont artistes, même s'ils sont dans d'autres domaines, ils ont des amis qui viennent d'achever un texte, etc., etc. Donc il y a toujours le réseau. Un réseau par connaissance, donc qui vous envoie des textes. Ce qui ne veut pas dire que tout est issu de ce réseau. Hein, c'est ça. Il y a la poste, il y a des propositions de textes. Des candidatures spontanées alors. Plein. Voilà. Plein à quel plein? Aujourd'hui, après quelques années quand même, donc après plus de 8 ans, on a 4-5 propositions par jour. Voilà. Ah oui. Oui. 4, alors que c'est une maison d'édition, je le rappelle, qui se limite à 8 titres, 7 titres. Grand maximum par an. Oui. Alors 4 propositions par jour. Oui. Ça, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Donc, on en arrive à... Et là, je parle quasiment que de la littérature française.
Ah oui. Donc après, les projets étrangers fonctionnent un peu différemment. Ça, on va voir voilà, après, parce que forcément, mais c'est... voilà. Et je dois avouer qu'à ce jour, au catalogue en littérature française, qui représente quand même, donc de langue française, je parle. De langue française, oui, francophone. Des gens qui écrivent en français. Oui. Il y a, qui représente 60% du catalogue, hein, oui. La littérature française, oui. quand même. Il y a 2 textes qui sont arrivés par la poste. Voilà. Tout le reste était par connaissance. Alors, soit par connaissance, soit par... recommandation. Ça peut être une agence du livre qui a aiguillé un auteur vers moi, ça peut être un bibliothécaire qui a envoyé... Voilà, ce sont des... parce qu'il n'y a pas d'agent en France, dans le domaine de la littérature, comme il y a aux États-Unis. Il y en a quelques-unes, mais il y en a peu. Il y en a très peu. Et c'est surtout pas une habitude, pour l'instant en tout cas, mais il y en a, oui, il y en a. Parce que j'ai découvert que dans la littérature américaine, en lisant à propos des auteurs américains, avant l'éditeur, il y a l'agent. C'est l'agent c'est une habitude qui fait le travail vraiment. de prospection auprès des maisons d'édition. Si on n'a pas d'agent, aux États-Unis, on ne publie pas. En France, oui, j'imagine que ce n'est pas courant. C'est rare. Moi, j'ai eu rarement affaire à des agents. J'aime bien le contact direct aussi, parfois, avec l'auteur. Oui. Voilà. Quand on l'a au téléphone, quand ça se présente, quand c'est vraiment un titre qui pourrait être pour ma ligne éditoriale. Voilà, j'allais y venir. Parce que le tri se fait, en fait, au départ, on ne peut pas tout lire. Donc, tout ce qui est hors du champ de la ligne éditoriale, aujourd'hui, je dis sincèrement, je ne regarde pas. Ça n'est pas possible. Mais alors, premièrement, quelle ligne éditoriale, Emmanuelle, pour le Soupirail? Alors déjà, principalement de la fiction. De la fiction. Voilà. Plus roman contemporaine. Contemporaine. Plus roman que nouvelle. Oui. Et vraiment très écrit, c'est-à-dire exigence sur la voie littéraire, c'est-à-dire très écrit. Voilà. Donc ça peut être un premier roman, ça peut être... j'ai publié des nouvelles, mais c'est vrai, pas des nouvelles des premières nouvelles. Voilà. Parce que la nouvelle se vend plus difficilement en France. En France, oui. Voilà. C'est tout le contraire aux États-Unis. Je peux publier des nouvelles étrangères, je peux publier d'un auteur qui est déjà bien installé, affirmé, on va dire, ou d'un auteur que j'ai au catalogue, par exemple, et qui a déjà publié des romans. Ça a été le cas pour, par exemple, Mahmoud Chokrolaï, dont j'ai publié les nouvelles et j'ai publié des romans aussi. Voilà. Et donc, c'est un ensemble. Voilà. Un ensemble. Si tu veux, c'est un ensemble. Oui, je comprends. Donc, voilà. Et après, très écrit, c'est-à-dire construit, écrit, pensé. De toute façon, je ne pense pas que ce sont des écritures littéraires, mais qui ne sont pas forcément axées ni historiques, ni sur des faits divers, ni... Voilà, on est dans des mondes que construisent les auteurs. Il y a une atmosphère, il y a un monde. Il y a un monde qui est construit, et derrière ce monde et cette écriture, il y a une pensée. Il y a une pensée. Il y a une pensée qui porte cette langue. Une pensée qui porte la langue. Alors, comment, dans tout ce flot de manuscrits qui arrivent, peut-être beaucoup de manière numérique maintenant? En fait, j'ai mis en place plusieurs choses. Je sais qu'il y a des éditeurs qui, par exemple, souhaitent demander aux personnes d'envoyer par la poste parce que ça sélectionne. Voilà, ça sélectionne. Mais j'aime pas trop cette sélection. Ça a un coût. Voilà. Après, c'est une sélection un peu financière parce que ça a un coût. Moi, je souhaite pas cette sélection parce que je pense que d'abord, tout ce qui est art, on va dire de manière générale, parce que moi, l'écriture, c'est vraiment un art, voilà. Ça touche toutes les classes sociales, en réalité. Voilà. Ah oui. Donc oui, il y a déjà une sélection naturelle qui se fait parce que, évidemment, il faut quand même avoir une éducation qui permette d'aller accéder à... D'accéder à l'écriture. Voilà. Et à la volonté d'aller se frotter à l'écriture. Mais je ne veux pas de cette sélection... soit faite uniquement parce qu'on a les moyens d'envoyer le manuscrit. Voilà. Donc ça peut arriver aussi parce que en numérique. je sais, connaissant aussi les gens que j'ai publiés, que certains viennent tous d'un milieu différent, social. Donc pour moi, le marqueur social n'est pas un marqueur de créativité. Voilà. Je le dis clairement. Mais en revanche, c'est un marqueur de la diversité du catalogue. Voilà.
Voilà. Il n'y a pas de restriction à une élite, en quelque sorte. Voilà, exactement. C'est pas lié. C'est pas un catalogue Voilà, élitiste. non. Et ça, c'est important donc de maintenir le mail, parce qu'il y a des gens aussi qui sont à l'étranger, il y a des gens qui n'ont pas des moyens. Donc, c'est Oui, aussi, oui. il faut quand même maintenir la possibilité d'envoyer par mail. Oui. Après, sur le site, on avait fait un formulaire où les gens doivent présenter leur projet avant qu'on leur dise d'envoyer. Une lettre d'intention, alors. Voilà. Une lettre Or, dans d'intention. une lettre, Oui. ça ne donne pas tout, mais ça donne des éléments Oui, oui. pour savoir si Oui. ça rentre vraiment dans Oui, le oui. catalogue ou pas. C'est ce qui se fait pour Et- le théâtre aussi. Et c'est pas du ouais, tout, c'est important. comment dire, il ne faut pas le prendre ça pour... C'est pas une sélection. en Non, fait. c'est-à-dire que par exemple, on peut avoir, je dis n'importe quoi, on peut avoir quelque chose sur un sujet d'actualité, par Oui. exemple. Oui. Mettons, même un journal du Covid ou n'importe, ou, Oui, voilà, oui, ou oui, quelque oui. chose sur les maisons de retraite, ou voilà. Le roman se situe dans ce cadre-là. Et pourtant, derrière, il va y avoir une volonté très affirmée de cette actualité-là. Oui, Et c'est peut-être ça. que c'est pas pour le soupirail, en fait. Voilà. C'est ça. Voilà. Donc, Oui. soit on tire Oui, là, de cette actualité-là oui. quelque chose qui va aller au-delà de ça, c'est-à-dire que dans l'écriture, on va Qui peut porter... traverser les époques. Voilà, en fait. voilà, tout C'est à ça fait. qu'on pourrait tout à dire. fait. Voilà, donc, Et pour l'étranger, alors, parce que là, on voit bien qu'on a besoin du traducteur. Tu ne peux Oui. pas maîtriser toutes Non. les langues de Non. ce que tu as pu publier. Non. Donc, comment ça se passe? Qui contacte les traducteurs en disant Alors, tiens, j'ai eu beaucoup de traducteurs qui sont venus me rencontrer. Et j'ai apprécié ça comme un auteur. Hein. Et ils sont venus me rencontrer en connaissance de cause, c'est-à-dire qu'ils connaissaient la ligne éditoriale. Voilà. Oui. Donc ça, c'est toujours aussi Oui. Ah ben, appréciable. Oui, Donc, ce qui veut dire que les projets qu'ils proposaient étaient déjà en accord, en fait, Oui. avec... avec cette pensée qui Voilà. doit sous-tendre Voilà. l'écriture. Et après, bon, il y a aussi des propositions spontanées. Bon, moi, je parle que deux langues, mais je peux aussi être amenée à regarder des textes qu'on me propose dans les langues où je maîtrise un peu quand même. Oui. Mais évidemment, il y a une grande confiance qui s'établit avec les traducteurs. Et c'est pour ça que j'y tiens, parce que c'est du coup un binôme traducteur-éditeur, éditeur déjà, Oui. qui est très fort. Oui. Si l'auteur, en plus, peut jeter un coup d'œil, non pas sur l'ensemble de ce qui est fait ensemble, mais Oui. sur des petites choses, des détails, et qui maîtrise le français, c'est encore mieux. Oui, parce mais que ça n'arrive pas toujours. c'est bien si l'auteur a confiance aussi dans le traducteur. Voilà. Et j'ai un exemple, par exemple, pour un des textes de l'auteur lituanien Valdas Papievis, un morceau de ciel sur terre. Je sais qu'une des volontés... Il parle très bien français, donc voilà. Donc il est à même aussi de relire ça, j'en la atteste, je l'ai traduction. rencontré, il parle très bien français. Voilà, tu l'as vu, hein, voilà, Oui. étonnant voyageur, il était là et tout ça. Mais c'est pas la même chose de le parler et d'écrire dans en Par français. contre, il y a une chose à laquelle il tient, et c'est important d'avoir la parole de l'auteur, c'est suivez ma phrase, suivez mon rythme. Même s'il y a des inexactitudes, ça lui est presque, je dirais presque égal, parce qu'il a une langue quand même très précise, mais quand bien même la traductrice ne saurait pas rendre quelque chose exactement, ça n'est pas grave, mais suivez le rythme de ma phrase. C'est de la musique. Parce que, voilà. Et ça, c'est important de savoir, d'avoir ce retour aussi de l'auteur. Surtout dans un livre comme celui-là, de Valdas Papievis, parce que c'est une déambulation, c'est une marche. C'est un livre où on marche. Et si on n'a pas le rythme de la marche, on passe à côté. Mais justement, la difficulté, c'est aussi... je t'entendais dire tout à l'heure à une personne avec laquelle tu es en relation qu'un mot peut avoir plusieurs sens. Le même mot dans une langue peut avoir plusieurs sens. Et alors, ça nécessite de connaître le contexte. Qui va maîtriser ce contexte? C'est plutôt le traducteur? Ou c'est c'est plutôt le traducteur. Après, le travail, moi je trouve cette partie éditoriale, on va dire, avec les traducteurs, absolument passionnante, fascinante, très riche, très riche, parce que ça nous projette dans une autre langue. Il ne faut jamais oublier que le français, même si on a une langue un peu grâle comme ça pour l'ensemble, mais quand même, il y en a d'autres. On est aussi des étrangers pour les autres, ailleurs. Il ne faut pas l'oublier. Et ce qui est intéressant dans la sémantique aussi, dans le champ en fait des mots et d'un peuple, parfois, c'est il n'y a pas de hasard dans la littérature, on le voit.
S'il y a des mots qui sont plus utilisés que d'autres, si Oui. on parle plus des Oui. lacs ou si on a différentes Oui. manières Oui, de oui. parler du scintillement de l'eau ou de la neige, etc., Oui, tout à etc., fait, oui. c'est que parce que c'est attaché à la culture d'un pays De ce et pays-là. Oui. au vécu d'un pays et à son histoire aussi parfois. Et Oui, mais alors on n'a pas les équivalents on n'a dans pas notre toujours langue, les nous. équivalents, donc il faut faire des choix. Voilà. Voilà. Il faut Ça, faire des choix. ouais. La langue française, elle a quand même une palette assez intéressante aussi, Oui. parce qu'on a beaucoup d'adjectifs chez nous, par exemple. C'est ça. On a des manières... On va colorer les mots Voilà. par les adjectifs. On a d'autres manières de restituer. Mais alors quel travail? Ouais, mais c'est passionnant. Ça, Et en fait, le travail entre éditeur et traducteur, c'est plus un dialogue, c'est plus des questionnements. Moi, je questionne énormément pour comprendre, pour aller chercher, pour qu'il aille plus loin, pour Oui, que voilà. oui, Parce que nous, ce oui. qu'on sent en tant qu'éditeur quand on lit le texte, Mhm. c'est qu'il y a un manque de fluidité. Il y a des accroches à un moment Oui, donné. c'est ça. Donc, est-ce que ces accroches sont volontaires? Elles sont voulues par l'auteur L'auteur, d'origine? ou est-ce que c'est à cause Ou de est-ce la que traduction? voilà. Et Mhm. c'est ça qu'il faut, parce qu'au final, il faut qu'au public français, il lise un texte étranger et qu'il sache presque plus qu'il lit un texte étranger, sauf le sujet peut-être, sauf les thèmes. Le contexte, Et voilà, l'histoire voilà. ou la géographie, mais Qui ne voit pas le tissage, en et fait, qui ne voit pas le travail derrière. Comme dans la danse, il Voilà. ne faut pas qu'on voit le travail. Voilà, quoi. voilà. Mais c'est, en revanche, c'est un travail incommensurable. Oui, Ça doit prendre beaucoup de temps. 2 fois plus de temps 2 fois qu'un plus livre de français, temps. en fait. Ça, Voilà. ça montre bien que le travail de l'éditeur, avant d'aborder l'aspect technique, c'est d'accompagner les auteurs, traducteurs ou auteurs. Oui. C'est un accompagnement extrêmement important parce que c'est un compagnonnage, je dirais. Oui, Ouais. tout à fait, Hélène. Ouais, Et je ouais, pense ouais. que je m'interrogeais aussi sur le fait qu'il peut y avoir plusieurs titres, c'est-à-dire que comment on suit un auteur parce qu'il y a beaucoup de maisons d'édition très connues qui se contentent de publier un livre par-ci d'un auteur, un autre auteur après, et on ne suit pas forcément l'auteur, on ne l'accompagne pas. Ça suppose donc au niveau financier des contrats parce qu'il y a cet aspect-là dans l'édition aussi. C'est peut-être Oui. pas le plus réjouissant, Oui, mais on parle de droit d'auteur. Donc, oui, il y a comment aussi, on accompagne financièrement? il y a aussi les clauses d'exclusivité ou des Oui. choses comme ça, voilà. Oui. Donc moi, je n'en ai pas mis dans mes contrats parce Oui. que en fait, j'estime que si un auteur est heureux de travailler avec moi, parce qu'on parle vraiment de ça. Dans une petite maison d'édition indépendante, on parle vraiment du cœur de métier, Voilà. Vraiment du métier. La joie C'est-à-dire- d'éditer et la joie Oui, d'écrire. et effectivement, alors j'allais dire que dans l'absolu, c'est mon... Mais c'est ça qui c'est mon nous avis. intéresse, c'est ça qui m'intéresse. Dans l'absolu, pour moi, comme un créateur, il peut y avoir des ratés dans un parcours de créateur, parce que pourquoi, on ne sait pas. Et il faut qu'il y ait ces ratés pour obtenir quelque chose de plus grand et autre chose. Donc, dans ma conception, on devrait, en tant qu'éditeur, pouvoir suivre quelqu'un, même dans ses balbutiements, dans ses ratés, dans ses l'évolution de pas son complètement écriture aboutis, aussi. etc. Voilà. Oui. Après, Parce on qu'elle peut change l'écriture. voilà, et on peut se permettre de dire à quelqu'un, bon voilà, là je publierai pas, je pense qu'on n'a pas intérêt parce que il y a ça, il y a ça, il y a ça. Oui, Il c'est faut plus qu'on soit maladroit, libre de c'est ça. plus- Voilà. oui. Et c'est à l'auteur aussi de comprendre, mais aussi on peut comprendre que ce texte il n'est pas pour vous, que là il a choisi un autre aspect et il va le publier ailleurs. Oui. Et moi j'ai jamais été là-dessus. Oui. Je sais mes limites et financières, comme tu dis. Voilà, parce que c'est le Hélène, nerf de la parce guerre. qu'on investit C'est voilà, ça. dans Il y a les quand même- projets. oui. Sur mon nombre de titres, voilà. Je sais que si j'avais fait 2 fois plus de titres, mais mal, ou alors voilà, dans une capacité qui n'est pas possible pour moi, j'aurais peut-être plus de visibilité ou plus ceci ou plus cela. Certainement, mais pas de joie, mais voilà. pas de contentement. Non, et on quitte pas aussi des métiers où on est salarié, etc. Quand Voilà, on entreprend, oui, c'est ça. pour passer comme n'importe quel entrepreneur, Oui. comme les libraires, comme plein Oui. de gens dans ce métier, Ce sont des métiers des de passion. 70 heures, des 80 heures par voilà, Ça. et ne pas être heureux de au moins de ce que l'on produit, de ce que l'on fait. C'est Oui, pas possible. oui, ça, oui. en fait. Être Voilà. en accord avec soi-même. Voilà, il Ça, faut c'est important. un minimum de joie, quoi. Alors, pour cette première partie, là où on parle du métier d'éditrice, d'éditeur, le travail de l'édition, il y a l'aspect technique. Oui. Parce que ça ne se voit pas très très bien, mais là, il y a une charte graphique. Il y a un titre en bleu,
un logo qui est bleu et le reste en noir avec une typographie. La couverture du livre est ivoire. Il y a, et c'est rare, systématiquement un marque-page dans chaque ouvrage que les lecteurs vont acheter. Fait sur les chutes de couverture. Fait sur les chutes de couverture. Il y a une 4e de couverture avec une accroche qui raconte le livre et une approche de l'auteur. Et aussi un petit texte qui explique quelle est la maison d'édition, Le Soupirail. Donc tout ça, c'est pensé. Oui. Mais ça demande aussi, ça a demandé un travail en amont. Maintenant, ça suit son cours, puisque c'est pas la ligne éditoriale, mais c'est la ligne graphique de la maison. Mais c'est effectivement le... comment dire, l'écrin est important. Voilà. L'écrin et de ce que l'on propose. Il faut qu'il y ait une adéquation entre ce qu'on propose et l'écrin dans lequel on le propose. Donc, c'est des papiers de création, voilà, il y a tout ça. Il y a une volonté de sobriété. C'est une qualité de papier particulière. La couverture, oui. Dans le coup du livre, est on très le importante. sent quand on la touche, d'ailleurs. Il y a aussi la typo qui est utilisée. C'est a priori la même d'un livre l'autre. C'est-à-dire que la typo, Hélène, à la fin du livre, à chaque fois, on explique que cette typo a été... Il y a des métiers derrière, en fait. C'est cela. C'est ça qu'on veut dire. Cela. Il y a des métiers derrière, il y a des typographes, et je conseille même... de caractère. Voilà, même aux jeunes oui, il y a toute la nouvelle technologie, mais allez voir le passé. Allez voir qu'il y a des gens qui faisaient de la typo, et comment ils faisaient, comment il ne fallait pas se tromper, comment, etc., etc. Parce qu'on fait tout à l'envers. Voilà. Et comment on invente, aujourd'hui encore, on invente des nouvelles typos. Ça existe. Donc nous, la typo qui est choisie, elle arrive à la fin. On a un petit mot et en général, la personne, donc on a pris un Mignon Pro, 13 points en général. Donc, un caractère créé par Robert Slimbach. Voilà. Donc là, on l'explique. On explique. Et ça, c'est aussi par qui a été mis en page l'ouvrage et dans quel lieu. Parce que derrière, il y a des métiers, il y a des gens, il y a des maquettistes avec qui je travaille, il y a des correcteurs. Et donc, ces gens-là, voilà, à un moment donné, ils ont au moins leur petit mot. Parce qu'ils sont là, il y a du monde qui crée le livre. C'est ça. Voilà, le livre n'existe pas sans eux. Voilà. Ça, c'est important aussi. Oui. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour de cette première partie. Nous allons revenir tout à l'heure vers vous pour l'aspect qui concerne plus précisément les auteurs. À tout à l'heure. Bienvenue dans la deuxième partie de Littérairement, deuxième édition, autour de les éditions Le Soupirail, en présence d'Emmanuelle Vialamoisan, notre éditrice. Comment recruter les auteurs? On a vu un petit peu dans la première partie qu'il y avait peu de candidatures spontanées. C'est plus rare, en tout cas dans le catalogue que tu présentes. Il y en a. Il y en a. Mais tu les écartes souvent, peut-être, quand elles ne sont pas dans la ligne éditoriale. Ou la qualité de ce qui est envoyé. Ou la qualité. Alors justement, comment on juge? Parce que, voilà, on a une vague submersive de manuscrits, qu'ils soient, comment dirais-je, numériques ou par écrit. Alors, comment on juge si on va continuer à lire? Est-ce qu'on lit, on feuillette? Comment ça se passe? Bon, d'abord, moi, je lis vraiment... Je lis, je veux dire, quand je vais dire je lis, je regarde tout ce qui arrive. Parce que je pense que c'est important que ce soit l'éditeur et pas un stagiaire et pas quelqu'un qui n'est pas dans la création de la maison d'édition, qui lise. Il faut le regarder, ce qui arrive. Parce que pour moi, c'est vraiment important à ce moment-là. Pourquoi? Parce que dans les choix d'édition, il y a une ligne éditoriale et puis il y a parfois des ovnis. C'est comme ça. C'est-à-dire que parfois on va tomber sur quelque chose qui n'est pas vraiment dans la ligne, mais qui est quand même très écrit et très prometteur. Et on va décider de prendre le risque de publier quand même cette personne-là. Donc il faut jamais ronronner, quoi, en fait. Voilà. Il y a un nom qui me vient là, d'un des ovnis dont tu m'as parlé et qui est venu à Dole de Bretagne pour le salon.
Ah oui. C'était Quentin. Quentin Margne. Quentin Margne, Un le tout premier l'OVNI. roman, voilà. Premier Et roman. c'est vrai que là, par exemple, pour la lecture, si tu me demandes, je me souviens, j'ai reçu ce texte par la poste Oui. de quelqu'un qui faisait une lettre, qui connaissait un peu le soupirail, Oui, le oui, catalogue, oui. qui avait lu déjà des textes. Oui, donc Mais ça c'est important voilà, aussi pour c'est envoyer. très important, Hein, très important. que publie cet éditeur. Il sait au moins à qui il envoie. Oui, voilà. C'est Oui. quand même important. C'est important. Et on ne le dira jamais assez aux auteurs qu'il faut cibler les éditeurs à qui vous envoyez. Regardez leur Et catalogue. est-ce que vous vous sentiriez bien dans son catalogue? Parce que c'est une histoire aussi de savoir si on est à sa place, Oui. quelque part. Oui, oui. Et par exemple, Quentin ne me connaissait pas personnellement, puisque sa lettre commence « Chères éditions Le Soupirail ». Donc, il ne me connaît pas, mon Non. nom. Oui, Voilà. oui, tout à fait. D'éditrice. Et il envoie une lettre très simple. Oui. Et je commence, c'est un texte assez court, le titre n'est pas bon, mais je ne vais pas épigologuer là-dessus. Je vois tout de suite que le titre, bon, d'accord, ok. Et je commence à lire le début du manuscrit. Et j'ai la première phrase, Oui. Ensemble, nous déclarons que l'aube n'est pas si importante. Et là, je me dis, mais où il m'emmène? Là, il m'emmène quelque part. Il y a quelque chose. Et là, je lis la première page, et la seconde. Donc ce texte, j'aurais dû le laisser en me disant, j'en ai d'autres à lire, tatati, tatata. Je vais le prendre plus tard. Celui-là, il ne m'a pas quitté, et je l'ai lu d'un trait. Oui. Voilà. Ça, et après... Ça, c'est le fameux ovni. Voilà, c'est l'ovni, mais c'est aussi qu'on a une écriture déjà serrée et déjà bien maîtrisée et vraiment ancrée, on va dire, littérairement ancrée. Oui. Et il va raconter l'histoire d'une amitié. Et il passe par un biais qui est très particulier, de la rêve partie, etc., mais du rapport à la nature. Il est générationnel dans son roman. Et c'est un roman court, mais il est ramassé aussi, resserré au niveau de la langue, précis. Et j'en atteste. Et c'est un jeune auteur. C'est un jeune auteur. Et donc là, effectivement, oui, ça attire l'attention. Après, voilà, après pour choisir des textes, le début peut très bien être raté, ça arrive aussi, mais on lit un peu au milieu, on lit un peu après, on lit la fin. 4 par jour, quand on voit tout le travail que le métier d'éditrice suppose. On ne peut pas lire 4 fois 300 pages par jour, quoi. C'est pas possible. Non, et puis Donc il faut se promener dans le manuscrit qui arrive. Il faut se promener, ça donne en lecture rapide aussi. Il faut savoir pratiquer la lecture rapide. Ça fascine beaucoup de gens. Ce qui permet un peu, c'est vraiment... Et par contre, je tiens à dire, bon, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, en tout cas pour moi c'est le cas, oui, ça se pratique, parce qu'il y a des habitudes dans la lecture rapide. Donc s'il vous plaît, pas de manuscrit où c'est blindé de lignes. Donc moins il y a de lignes, plus c'est facile à la lecture et agréable pour le lecteur, c'est-à-dire pour l'éditeur aussi, de prendre... d'adhérer à un texte. Hein. La présentation est importante quand même du manuscrit. Et puis la lecture rapide, elle demande beaucoup d'énergie en fait, donc de fatigue intellectuelle. Pour moi en tout cas. Donc, et ce temps, il est quand même incompressible de la lecture. Voilà. Mais voilà, c'est ça. Donc après, il y a tout le reste à faire. On en revient, comme on en parlait dans la première partie, aux 70-80 heures semaine. Parce qu'il n'y a pas d'autres solutions. Avec des problèmes de gestion, avec d'autres problèmes dus à des structures de petites sociétés, etc. Donc, des problèmes de communication, des problèmes d'organiser les signatures. Enfin, il y a tout ça qui se mêle en même temps qu'on a les manuscrits qui arrivent tous les jours. Parce qu'en fait, la personne qui envoie son manuscrit, elle envoie ce jour-là, elle ne sait pas si vous êtes disponible pour lire. Il y a des périodes, par exemple, me concernant, qui sont plus propices que d'autres. L'été est propice pour plus de lecture. Janvier, qui est un mois creux, est quand même propice à plus de lecture, etc. Mais dès qu'on rentre dans la période des salons littéraires et tout, là, on peut pas. C'est pas possible. Là, on peut pas. C'est pas possible. On est sollicité. D'ailleurs, c'est un des aspects du métier qu'on va aborder tout à l'heure. C'est toutes ces manifestations littéraires là. C'est extrêmement important. Mais moi, je voulais poser une question un petit peu piège. Comment refuse-t-on un manuscrit? Parce que, comment dire cela? Je pense que les auteurs, ils mettent toute leur âme dans le manuscrit qu'ils envoient. Donc, alors peut-être pas tous, mais beaucoup, surtout pour une première fois. Je pense que on essaye sans doute de minimiser. Bon, je dois t'avouer, Hélène, qu'au tout début du Soupirail, donc comme on avait beaucoup moins de textes, je faisais des réponses très, très circonstanciées, très détaillées. Voilà.
Aujourd'hui, Mais pas vu la 4 par jour. structure, vu voilà, on n'a pas. Il faudrait quelqu'un de permanent Oui. qui fasse des réponses circonstanciées ou pour expliquer, pour montrer des choses en Mais fait. est-ce que Voilà. tu réponds systématiquement? Non. Non. Alors, c'est-à-dire plus que possible. non, ça n'est plus possible. Mm. Je réponds au texte où il y a quelque chose où je peux pas laisser quelqu'un sans réponse parce que Il y a une écriture. il y a quelque chose, Oui. voilà. Mm. Alors, de deux choses l'une, soit il y a quelque chose dans l'écriture où il y a du travail, où il y a quelque chose qui, en tout cas, retienne l'intérêt vraiment d'un éditeur, et ça pourrait être publié ailleurs aussi, Oui, peut-être. En tout cas, moi, on ne peut pas décourager quelqu'un qui est dans un, on va dire, dans un tâtonnement, Non. mais qui a quelque chose dans les tripes. C'est ça. Voilà, tu vois, en fait. Ça, c'est l'aisance Donc, de l'éditeur, voilà. c'est l'habitude. C'est qui pas fait- abouti, mais il y a quand même quelque chose, Oui. et on ne peut pas dire à quelqu'un. On ne peut pas ne pas répondre. On ne peut pas ne pas répondre. Voilà. Mm. C'est difficile. Il faut aussi que les gens qui envoient des textes soient très indulgents avec nous, Oui. parce que la lecture, ça participe d'un texte, même professionnel. Il faut quand même être présent au texte que l'on lit. Oui. Et oui. donc, Il faut capter l'intérêt du lecteur. oui, et donc nous-mêmes, il faut qu'on soit en disposition. Mm. Oui. Donc mentale, Oui. d'accueillir un Oui, oui. texte. Oui, oui. Et c'est pas Et toujours c'est le important, et parfois on ne l'est pas. À Non. un instant T, on ne l'est pas. On le saura peut-être 3 ou 4 mois plus tard. cas. Oui. Donc pour la personne qui est extérieure, c'est long, c'est très long, ils ne répondent pas, ils ne font pas Oui. attention au texte. Non. Mais moi, ça m'est arrivé d'avoir des gens au téléphone qui relançaient pour un texte, et je leur parlais de leur texte parce que je l'avais vu, mais je n'avais pas formulé la réponse. Oui, oui, oui. Parce Oui. que formuler la réponse, comme tu dis, Hélène, surtout d'un non, C'est cela. on veut ménager. avec courtoisie, Voilà. avec Et ça se- honnêteté intellectuelle. Voilà. Et ça se travaille quand même. Voilà. Mais j'imagine, C'est pas. C'est pas une lettre Non. systématique. Nous sommes au regret. Non, non, voilà. non, non, c'est- non. Et puis, il faut que les personnes qui envoient, il y a une question donc, qualitative, structurelle de Oui, ce qu'on propose. oui. Et il y a après la ligne éditoriale par rapport à qui on envoie, etc. Et puis après, il y a des choix ultimes, mais il y a quand même des choix. Si on choisit 5 à 7 textes dans l'année, C'est ça. Oui. d'un seul coup, il y en a un qui est pas mal, mais il faut faire retravailler. L'autre, il est vraiment bien. Et l'autre, je ne sais pas, voilà. Oui. Mais j'ai décidé quand même de faire un texte étranger qui coûte plus cher, 2 fois plus cher cette année. Donc, il y a un choix à faire. Voilà. Voilà. En fait, il y a un choix et il faut trancher. Il Voilà. faut- Alors, est-ce que si on tranche, en laissant de côté, par exemple, un texte qui aurait pu être édité parce que la ligne éditoriale est respectée, etc., est-ce qu'on le reprend l'année d'après ou est-ce qu'il y a un tel afflux de nouveaux arrivés que Mais tout dépend de la patience. Hein. tout dépend de la patience? De la patience même des gens qui envoient, parce que le problème, il est là aussi. Oui, oui, Voilà. oui, oui. C'est-à-dire que quand on Est-ce a un qu'ils sont texte, prêts à on veut être attendre un an? Mais il y en a, non. Non. Ah non. Il y en a, non. Surtout dans une Donc, époque où l'immédiateté voilà, est on est dans importante. l'immédiateté. Oui. Donc, par contre, nous, éditeurs, moi, je suis patiente. Voilà. Oui. Voilà. Oui. Alors justement, à propos Parce que de je peux patience- avoir lu un texte étranger qui ne s'est pas fait chez un autre éditeur, Oui. m'en souvenir, et quand on me repropose le texte, j'ai dit oui. Parce Oui. que moi, je me souviens du texte que Oui. j'ai lu. Voilà. Et celui-là, il Voilà. est Voilà. bon pour la ligne Voilà. éditoriale. Voilà. Mais patience aussi pour le retravail. Oui. Parce que qui dit publication, accompagnement de l'auteur, il y a une réécriture, un retravail. Comment ça se passe avec un auteur? Comment on retravaille avec lui? Est-ce Alors- qu'on conseille? Est-ce qu'on supprime? Oui. Voilà, comment ça se passe? Ben, en fait, c'est sous forme de questionnement, comme Oui. je l'ai dit, comme on fait avec les traducteurs. Parfois, il faut enlever tout ce qui est mots béquilles. Enfin, il y a beaucoup Oui. de choses. Oui. Il faut épurer. Oui. Tout au moins, on Oui, suggère. oui. L'éditeur suggère. Voilà. Il y a des formulations, il y a des choses. Parfois, c'est dans la construction. Parfois, il y a des fins. Oui. Il y a beaucoup de retravail. On dit retravail, c'est pour être générique. C'est au fond, c'est cette conversation entre l'éditeur et l'auteur Oui. qui essaye aussi de comprendre le projet. Affiner peut-être voilà, le projet d'affiner. de- Parce que là, quand on discute à ce moment-là, on est juste avant la version définitive, puis la mise en page, Oui. puis la Oui. publication. Et quand on va vers ça, on Oui. va vers un texte figé,
il sera terminé, Oui, c'est on ça. ne le Après, touchera on plus. ne touche plus. Donc il y a je pense que l'auteur, il a aussi la conscience Oui. on n'y touchera plus après. Donc attention, je vais peut-être quand même revoir des choses, Oui. tout ça, voilà, parce que on fait pas une nouvelle édition d'un roman, voilà, c'est pas, voilà, Ça arrive c'est extrêmement certaines rare, fois, mais voilà. c'est très rare. C'est très rare. Mais en revanche, ça peut prendre comme un certain temps. Parce qu'il peut y avoir plusieurs... L'auteur a les suggestions, il retravaille son texte. Mais une fois qu'il y a la deuxième mouture, on peut peut-être avoir besoin d'une troisième. Tout à fait. Ça peut Alors, il y a prendre, plus de retravail, Hélène, quand même, sur les premiers romans, sur les gens qui n'ont jamais publié, qui n'ont jamais travaillé avec un éditeur, voilà. Plus que... et en général, parce qu'on signe le contrat quand même avant. Voilà, le fameux contrat. Voilà. Donc, moi, je signe un contrat, même avec des premiers romans, quand je sais que même si l'auteur n'acceptait pas mes remarques de retravail, ah oui, je dirais, je serais quand même fière de publier ce texte. Voilà, en fait, même avec ses imperfections. donc c'est vraiment le critère de Donc, qualité. il ne faut pas qu'il y ait énormément de retravail. Oui, il faut qu'il y en ait un peu, mais qu'il n'y ait pas tout à démembrer. Donc on n'est pas là, voilà. Non, parce que là, c'est réécrire un texte à ce moment-là, quoi. Donc c'est plutôt, mais je signe parce que c'est du temps le retravail, et que il faut qu'on soit engagés l'un et l'autre. Oui, parce qu'il y a des délais d'édition. Voilà, après, et dans cette fidélité-là, parce que sinon la personne prend son texte retravaillé, va ailleurs, etc., etc. Or c'est quand même un temps, voilà, de. Alors ça, c'est un accompagnement des auteurs, mais il y a un autre côté d'accompagnement. Il y a l'écriture, le temps de l'écriture. Le texte est arrêté, intenté, on le publie. Mais après, il y a toute la promotion du texte, du roman. Et alors là, ça prend du temps aussi, ça. Beaucoup, oui. C'est important, ce temps-là, parce que je pense qu'il y a une certaine fébrilité de l'auteur. Comment ça va être reçu, comment est-ce que les critiques... Comment est-ce qu'on accompagne un auteur une fois que son livre... Alors, il est très heureux, son livre existe, mais il y a des fragilités, et si les critiques ne sont pas très bonnes, ou s'il n'y a pas de critiques, ou si... Comment ça se passe ? C'est la relation littéraire. Oui, aussi. C'est toute une partie. Bon, c'est une des raisons aussi pour lesquelles je fais une note d'éditeur à la fin. Voilà, ça m'a paru parce que cette note d'éditeur, qui est plutôt une note littéraire, qui n'est pas une note de critique à proprement parler, mais c'est une forme de restitution. C'est une analyse littéraire de l'œuvre. Et c'est un écho. Pour moi, c'est comme un fil qu'on tire d'une œuvre. Et pour moi, c'est pour rendre hommage à la personne que j'ai publiée. Voilà. Moi, c'est une manière de leur rendre hommage encore plus. C'est la substantifique moelle de l'œuvre, en fait. Voilà. Et c'est très important aussi pour le lecteur. Oui. Parce qu'il peut confronter son ressenti à lui, à propos du texte, avec la note de l'éditeur. On a bien dit note de l'éditeur, même s'il est signé par l'éditrice. Oui, tout à fait. C'est une note d'éditeur. Donc, c'est un éclairage, en fait. C'est un éclairage. Après, on ne peut pas, sur des œuvres assez complexes, on ne peut pas parler de tous les thèmes, en fait, du livre. Donc, j'ai fait des choix aussi. Et c'est ce choix-là qui émane dans la note de l'éditeur. Qui correspond à ta sensibilité. Voilà, à ma sensibilité littéraire aussi. Et aux échos dans la littérature que ça a pu faire dans d'autres textes. Voilà. Donc, on débouche dans cet accompagnement de l'auteur sur toutes ces manifestations littéraires qui grèvent, d'un côté, qui grèvent le temps de l'éditeur, de l'éditrice, et qui en même temps permettent sa visibilité. Tout à fait. Comment on choisit ? Alors bon, après, suivant les années, on a fait des choix. Au début, on fait beaucoup de choses très différentes. Puis après, on décide de choisir. Voilà, les salons importants pour nous. Ceux qui fonctionnent. Ceux qui fonctionnent. Quel public on a ? Est-ce qu'on a notre public ? Après, il y a les rencontres en librairie. Après, tout est différent en fait dans la promotion. On ne va pas chercher les mêmes choses. Et moi, je suis allée, sincèrement, je suis toujours allée vers les lieux, soit qui me le demandaient, soit qui étaient les plus propices pour mes auteurs. Quand on fait venir un auteur bulgare une semaine en France, si c'est en Belgique, dans une librairie qu'il faut faire la rencontre parce qu'il y a le public pour ce type de littérature, on y va. Et si c'est dans le sud de la France, on y va. Et puis, donc c'est un investissement aussi financier. Ça, c'est sûr.
C'est un gros sûr. investissement. Ouais, ça c'est sûr. Gros investissement. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il faut que les structures, je veux dire la structure, enfin tu connais bien le monde du livre. Oui, tout à fait. Voilà, et donc on a des charges différentes entre Oui. libraires, éditeurs, etc. Mais il y a des charges, même éditeurs. Et il faut que la structure soit au maximum légère. Parce qu'il y a des investissements à faire sur des déplacements, sur des rencontres, sur des ratages, sur beaucoup de choses de cet ordre-là aussi. Et pour moi, c'est important que, tout au moins, on ait essayé de faire une visibilité pour le texte. Oui. Voilà. Oui. Et si elle ne vient pas, ce sont les aléas de la communication. Parfois, elle ne vient pas. Et il faut accompagner l'auteur, même quand elle ne vient pas. Et surtout qu'il y a des manifestations littéraires où les auteurs ne sont pas là, où c'est juste la maison d'édition. Tout à fait. Et là, Tout à fait. ça veut dire présenter un ensemble de textes. Quoi. Et c'est presque un rôle de libraire. Donner envie de lire, c'est encore une autre manière de promouvoir le texte. Oui, c'est une manière. Bon, après, c'est pas désagréable parce qu'on est face à des lecteurs. C'est ça. Voilà, comme les libraires sont face à des lecteurs. Oui. Et plus convaincu qu'un éditeur, il n'y a pas de son texte qui publie, puisque de toute façon, il en connaît toutes les arcanes et il connaît la personne, il connaît aussi le projet littéraire derrière, il connaît bien plus que le livre. Et aussi, comment dire, vraiment, c'est... il peut donner envie d'aller voir ce type de littérature, par exemple. C'est une joie de plus dans le métier. Voilà. De voir que... Donc, c'est vrai que ça c'est de la transmission. Voilà. Ça, on est dans la transmission. Là, on est dans la transmission, oui. Et je ne sais pas, moi, moi j'ai des retours de lecteurs et par mail qui écrivent à la maison d'édition. Ça arrive, il y en a plein. Ou qui ont acheté leur livre en librairie, ou qu'on a rencontré sur les salons, etc. Et c'est étonnant. Moi, j'aime beaucoup les retours de lecteurs, que j'envoie aussi aux auteurs, parce qu'il y a des gens qui écrivent des lettres aussi. Ça existe encore. Voilà. Et qui envoient l'éditeur, parce qu'ils n'ont évidemment pas l'adresse de l'auteur. Donc, et parfois, c'est quelque chose qu'on a publié il y a 2 ans ou 3 ans. Mais eux, ils ont découvert ce texte à cet instant T. C'est important que je te dise ça, parce qu'on est toujours tellement axé sur la rapidité, la nouveauté, qu'on publie des textes aussi pour la fond, quand on est petite maison d'édition. Et pour une pérennité, c'est pour ça qu'on essaye le moins possible, c'est pas qu'on se trompe, mais le moins possible de se tromper par rapport à sa ligne éditoriale, parce que c'est ça qu'on préserve. Oui, ça va rester dans un fond de bibliothèque. Voilà. Et un fond de librairie. Et le texte qui est lu par le lecteur peut lui faire penser à un autre auteur français, à ceci. Il y a des correspondances comme ça d'univers. Il y a des cousinages. Ah oui, tout à fait. Oui. Et il a une forme de... il n'est pas périmé, ce texte-là. Voilà, en fait, c'est ça. C'est l'idée, il faut lutter contre... Je n'ai rien, parce qu'on est obligé de travailler avec la nouveauté. On le sait bien, dans les métiers de la librairie, dans les métiers d'édition, il y a toujours de la nouveauté. Mais en même temps, il faut travailler le fond. Donc, et ça arrive pour plein de raisons. Par exemple, je ne sais pas, je donnerai un exemple, quand il y a eu un festival sur littérature et cinéma bulgare, d'un seul coup, la librairie nous a recommandé les livres, etc., des livres qui avaient 3-4 ans, et ça a été l'occasion de les remettre en lumière. Ce qui en librairie est très, très vieux, puisque la durée de l'ancienne libraire que je suis, c'est que la durée de vie d'un livre, c'est 3 mois. C'est abominable, parce que... Petite parenthèse, en tant que libraire, moi j'ai lu des textes il y a 25 ans. Pour moi, on devrait toujours pouvoir les vendre. Et on a même du mal des fois à les trouver. Donc la pérennité... Donc c'est vrai que, pour répondre à ta question, par rapport à l'auteur, il faut à la fois lui expliquer ça. Je dis 3 mois sur une table, mais ça peut être 3 semaines. Donc, malheureusement. À la fois lui expliquer que quand on est éditeur indépendant et qu'on travaille en direct aussi avec les libraires, le contact, etc., ça ne sera pas partout. Non. Voilà. Ça sera disponible sur commande, mais ça ne sera pas présent sur des tables partout. Non. Et que ça va dépendre aussi du choix qui sera fait, que quand on voit certains libraires, ils choisissent plus de mettre en avant ça ou ça, parce qu'ils connaissent leur clientèle, parce que il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. Voilà. Et donc, ça... Voilà, ça, c'est pas toujours facile. Donc, accompagnement de l'auteur. Voilà, et qu'il y a aussi un effort à faire
dans ce compagnonnage éditeur-auteur, de venir, quand on a l'auteur évidemment qui a la possibilité de le faire, de venir sur des salons, de venir, d'être dans la promotion. Oui. Et c'est pas forcément, c'est quelque chose qui est amusant, j'allais dire entre guillemets amusant, au début de la sortie du livre pour l'auteur. Et après, il y a quand même une petite lassitude. Moi, je le vois. Et au bout de 6 mois où on est dessus, parce qu'on a fait des salons, des rencontres, des machins, lui, il se sent orfeux. Il n'est plus dans l'écriture. Donc, il est plus dans... Il veut passer à un autre livre. Il veut passer à autre chose. Voilà. Donc, il faut ménager, il faut... Et en même temps, c'est un moment de dépression. C'est là que je voulais en venir. C'est-à-dire qu'il y a un tel accompagnement. C'est pas 24 heures sur 24, mais enfin, c'est des temps très disponibles. Très disponibles de la part de l'éditrice. L'auteur est très inquiet de savoir si ça fonctionne. C'est pas toujours facile à vivre. Mais alors, c'est même frustrant pour les auteurs sur certains salons. Ben oui. Voilà. Oh ben oui, c'est facile à comprendre quand on voit les gens défiler devant la table de l'éditeur et les gens défilent, ne regardent même pas. C'est terrible parce que on y a mis son âme dans le livre. Donc, bon, je pense qu'au fur et à mesure des livres publiés, entre guillemets, on s'habitue un peu. Hein, on prend de la distance. Mais alors, oui, il y a une dépression, forcément. Après, le bébé, il va vivre tout seul, il va grandir. Et puis, il y a d'autres auteurs qui arrivent. Alors, pour l'éditrice, comment on gère ce moment-là où il va falloir espacer le temps avec un auteur pour aller accompagner un autre auteur? C'est pas simple. Ben, on explique. On explique. Voilà, le mot est lâché. Hélène. On explique, mais c'est pas forcément entendu. Voilà. C'est écouter, mais pas forcément entendu. C'est-à-dire qu'on explique qu'on va passer beaucoup de temps ensemble, mais que nous, on sait qu'à partir, il y a un moment donné, où on ne le passera plus parce qu'on passera sur un autre texte à défendre de la même manière, même si, par intermittence, il y aura peut-être des événements justement, des manifestations. On reconviera l'auteur à un salon, si on va à Bruxelles, si on fait ci, si on fait ça, voilà. Mais ça fait partie de la vie aussi d'une maison d'édition et d'un éditeur et d'une éditrice. Voilà. C'est bien, voilà. Et qu'au prochain, on sera toujours là, etc. C'est ça. Il y aura une continuité de l'accompagnement, mais rythmé dans le temps. On va s'interrompre là pour faire une petite pause avant d'aborder le dernier point dans Littérairement Vôtre. Donc, nous nous retrouvons après cette courte pause pour la troisième et dernière partie de Littérairement Vôtre, la 2e émission, en compagnie de Emmanuelle Viala-Moisan, l'éditrice de Le Soupirail. Nous allons aborder quelque chose qui est important parce que très rare, c'est la résidence d'éditrice qui est à la Maison de la Poésie de Rennes, qui participe d'un projet expérimental, un partenariat tripartite entre Livre et Lecture en Bretagne, la Maison de la Poésie de Rennes qui héberge pour 1 mois Emmanuelle Viala-Moisan et Normandie Livre et Lecture. Et tout ceci s'articule autour d'un projet extrêmement important concernant la littérature et en particulier la poésie. Emmanuelle, tu vas nous en dire un petit peu plus. Oui, Hélène. Donc d'abord, c'est vrai que je suis ravie, vraiment ravie d'être à la Maison de la Poésie dans ce projet. Je ne sais pas si tu le sais, mais il y a quand même très très peu de résidences pour éditeurs. Mais j'en ai jamais entendu parler. Il y en a en France, quelques-unes. Et toujours, c'est interrégion comme ça. Je trouve que le projet est ambitieux. Et je dirais qu'il est nécessaire, puisque l'éditeur, en tout cas quand on est une maison d'édition indépendante, une petite maison, on est beaucoup dans la création. Et donc, c'est vrai qu'on nous voit toujours comme des commerciaux, ce qui n'est pas le cas. Non. Et donc, c'est nous rendre une part et avoir ce temps imparti de 4 semaines pour un projet qui va demander un peu de temps et il va falloir être un peu à l'écart des conditions administratives, tout ça qui règle notre quotidien. Est-ce que 4 semaines suffiront? Ça ne suffira pas, non. Mais pour l'amorce, c'est important.
Et aussi, dans le cadre de ces 4 semaines, il y aura aussi des rencontres interprofessionnelles. Et moi, je trouve ça toujours passionnant qu'on nous mette à cet endroit-là aussi. C'est un projet qui tourne autour d'une anthologie de la poésie persane. Alors, de la poésie persane contemporaine. Et d'un mouvement particulier de contemporain. Voilà. Sur lequel sont les fondements, comme on a eu notre nouveau roman, etc. C'est cette nouvelle vague, et c'est d'ailleurs très inspiré de la nouvelle vague française, un fondement de la poésie qui va venir juste après. Voilà. Donc on est dans quelle période historique à peu près? C'est la fin du 1968. Voilà, la deuxième partie du XXe siècle. Tout à fait. Voilà. Poésie persane. Voilà. Et ce sont des poètes, enfin nous-mêmes on découvre des choses au fur et à mesure de ce projet qui est quand même, qui va demander... Donc tu es assistée par... Oui, tout à fait. Oui, pour plusieurs raisons. D'abord parce que je tiens à ce que le choix, la traduction soit faite... par un poète, donc, qui est directeur de collection chez moi au Soupirail, c'est Mahmoud Chokrolahi. Donc c'est on a déjà publié dans cette collection L'heure bleue sous le ciel de Kaboul. Oui, et L'heure bleue aussi. Voilà, donc on a L'heure bleue. Des traductions du monde persanophone, on va dire. Donc, là, c'était traduit du persan. Par Ngamé Trandoust. Je prononce peut-être pas très bien. Et maintenant, d'ailleurs, Mahmoud Chokrolahi écrit directement en français. Alors, ça, c'est un des rares textes qui était traduit, mais version revue aussi par l'auteur. Et ensuite, il a écrit directement en français. Donc, les romans et les nouvelles sont pas traduits, directement sont écrits directement en français. Et la poésie, récemment, donc les textes de poésie. Donc, j'ai besoin, moi, d'avoir un traducteur là qui ait une approche poétique aussi pour la traduction. Bien sûr. Voilà. Bien sûr, donc il y a un travail documentaire évidemment qui est important qu'on a commencé à faire. On a fait les premiers jets de traduction, je les ai eus, et ensuite ce dialogue, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, voilà le combien dialogue. Combien d'auteurs alors de poètes? Combien de poètes sont je pense qu'on aura c'est compliqué parce que dans les mouvements, quand on pense par exemple même le surréalisme ou des mouvements de cet ordre-là, il y en a qui sont purs surréalistes. Il y a le premier cercle. Voilà. Et puis après, il y a les électrons là, qui sont allés voir. Donc, il va falloir resserrer pour ensuite peut-être ouvrir un peu et comment le choix est fait. Voilà. Donc, il y a aussi ce travail-là que doit faire... Est-ce que ce sera bilingue? Non, ça ne sera pas bilingue. Non, ce sera en français. Ça sera en français. Parce que on parlait des langues. Alors, la maison d'édition Le Soupirail fait un gros travail autour des traducteurs de romans ou de poésie en langue étrangère. Mais quelle langue principalement? Alors, si tu regardes donc un peu les chiffres aussi, même du ministère de la Culture, etc., les traductions, il y a quand même quasiment, on va dire, 58 ou 59%, je ne sais plus, en anglais. Voilà. Oui, tout à fait. Et ensuite japonais, et ensuite l'allemand, et ensuite on a les déclinaisons des langues. Italien, espagnol. Voilà, italien, espagnol, mais qui ne représentent pas beaucoup de pourcentage quand même. Non, portugais non plus. Nous, on est encore en dessous, c'est-à-dire qu'on est dans des langues rares. Les langues slaves. Par exemple, le lituanien, voilà. Par exemple, même le bulgare, il n'y a pas tant de traductions que ça. Le roumain, il y en a un peu plus, mais ils ne sont quand même pas dans le top 10 des langues les plus traduites. Et, on ne connaît pas beaucoup cette culture. Donc moi, en fait, c'est ce qui m'a aussi frappé. Et il se trouve que la curiosité personnelle aussi fait que moi, j'ai envie de lire des auteurs européens, notamment. Donc il y a tout un fond de littérature européenne contemporaine, que ce soit les années 20, donc des textes fondateurs, que des années beaucoup plus contemporaines, donc dans l'immédiateté, d'écrivains d'aujourd'hui. Les années 2000. Voilà. Les années 2000, oui. Écrivains vivants, etc. etc. Et donc, par exemple, il y a beaucoup les Balkans, donc Roumanie, Bulgarie, Grèce. Il y a des auteurs, donc Pays-Baltes, donc Lituanie. Les Pays-Baltes, la Lituanie, on a l'Espagne, Andalousie, les îles Canaries, avec les grands contemporains canariens. On a de l'italien avec la Suisse, une région du Tessin, un grand texte de Anna Felder, grand prix suisse de littérature, qui... pour ce texte qui avait été un coup de cœur d'Italo Calvino d'ailleurs à l'origine et donc voilà qu'on a publié donc principalement vous avez l'Europe et
tout ce qui est Proche-Orient, donc Syrie, on a Syrie, traduction oui, de l'arabe, oui. Syrie et du persan. Là, donc, il y a eu Afghanistan, un très beau livre voilà. de Fadwa Suleiman. Voilà. C'était très beau livre, qui était dans les premiers textes d'ailleurs oui. publiés du Soupirail, qui Oui. n'avait pas prévu de publier de la poésie au tout début. Oui, mais là, ça a été une rencontre. Quelle voilà. poétesse. Ça, c'est typique, ça a été une rencontre. Et elle a eu le prix des découvreurs en 2016. On a fait énormément de rencontres, elle a fait des festivals. Elle n'est plus parmi nous, mais voilà. extraordinaire poétesse. Oui, tout à fait. Oui. Oui. Alors ça permet pour moi de me dire comment on décroche une telle résidence comme celle-ci à la Maison de la Poésie, avec ce partenariat au niveau de plusieurs régions. Est-ce que c'est une initiative que tu as eue? Tu as demandé, c'est un Quand dossier j'ai su que tu as monté. avec le Covid, etc., je sais qu'il y a eu des ralentissements dans le dossier, dans la procédure, etc. Et puis, ce qui est intéressant dans le partenariat des régions aussi, c'est qu'un éditeur breton est venu en résidence en Normandie, et maintenant, voilà. C'était un échange. Voilà. Après, il fallait un projet un peu d'envergure. Et donc, je me suis dit, c'est le moment. Parce qu'en fait, ce projet d'anthologie persane, il était déjà présent. Mais on a tellement d'urgence, on a tellement de choses dans lesquelles on est engagé, qu'il faut un temps vraiment à part. Mais il y a plusieurs anthologies au catalogue. Voilà, il y a déjà des anthologies de poésie bulgare aussi. Voilà. Mais ces projets-là demandent du temps, de la patience, de la documentation. Et de ne pas être sans arrêt, en fait, dans le mouvement qui est le nôtre, etc. Il faut un temps en retrait. Voilà. Donc, je me suis dit, puisqu'on en parlait avec le directeur de collection de cette anthologie qu'on voudrait faire, c'est peut-être le moment de se mettre à proposer, déjà à fouiller pour proposer un projet solide et de pouvoir présenter un dossier en ce sens, en fait. Ça a marché. Voilà. Donc ça assure aussi, même si c'est prosaïque, un revenu aussi à l'éditrice et au travail. Voilà. Et au travail, parce que cette mise un peu à l'écart dans le temps pourrait être nuisible à la maison d'édition. Donc heureusement qu'il y a une rémunération qui vient appuyer. Oui, tout à fait. Puis après, on doit, c'est normal, faire des rencontres en milieu interprofessionnel, avec des étudiants. Moi, j'ai toujours aimé ça, de toute façon, parler de son métier. Je trouve qu'il faut donner l'envie à d'autres. Et ça rebooste, comme on dit. Et il y aura sûrement une restitution de résidence aussi. Voilà. On va faire des lectures, on fera une rencontre à Tréguier. Voilà. À la librairie Le Bel aujourd'hui, à Tréguier. Petit hommage au passage. C'est une librairie que je connais bien. Et je trouve que c'est bien aussi que ce soit autour de la poésie. Voilà, c'est important. Ben, c'est pas le genre littéraire le plus couru. Voilà. Et il est si beau. C'est de l'oxygène, la poésie. C'est la respiration de l'âme. Donc on gère cette résidence comme ça, justement, avec des rencontres, avec les étudiants, avec des professionnels des métiers du livre. Mais ça grève aussi le temps de travail durant la résidence. Donc c'est peut-être un petit peu compliqué de se réserver quand même des périodes hors téléphone. Hors sollicitation. Alors, je dois dire que mon temps est très, très extensible. Et ça, tous les éditeurs, je pense, le diront, ou presque. Oui, je pense, il l'a toujours été, mais donc ce que je ne fais pas à 10 heures, il est fait quand même dans la journée à 23 heures ou à minuit. Voilà, en fait, c'est ça. Mais il y a des choses quand même qui sont laissées... personnellement, le matin, on travaille très très bien pour les parties. Donc c'est pour ça que ce matin, administrative ou technique ou... Non. Là, pour le travail de révision de traduction, parce qu'on a commencé déjà à traduire le manifeste de ce mouvement poétique et les premiers poèmes d'un des poètes. Voilà. Donc je trouve qu'on est bien intellectuellement, mais même pour les choses effectivement très administratives, etc. C'est clair le matin. Quoi. Et après, puis il y a des choses qui peuvent attendre. Et ça, c'est toujours comme ça. Mais quand on est à part dans une résidence, on sait qu'on est là pour un projet. Donc d'un seul coup, ce qui doit attendre, attend encore plus. Oui. Voilà. Pourquoi pas ?
Parce que il y a des choses qui sont très pratiques. Parce qu'aujourd'hui, on est toujours pressé, etc. Il y a toujours des urgences qui se créent. Il y a des priorités là. Voilà. Et là, c'est il y a des vraies aussi vraies urgences. Il y a des choses très pratiques, termes de commandes, etc., qui peuvent se gérer avec d'autres. Moi, j'ai une organisation particulière, voilà, avec un stock aussi qui est en région parisienne, etc. Il y a des ordres qu'on donne. Voilà, c'est des choses très, très faciles à faire. Et puis, le temps, par contre, pour des projets pour dans 3 mois, c'est dans 3 mois. Donc, voilà. Donc, il y a des choses qui peuvent attendre, en fait, en réalité. Et, mais on ne s'en donne pas toujours les moyens d'attendre. Non, parce qu'on est pris dans ce mouvement et on a toujours l'impression qu'il faut répondre vite à l'auteur, qu'il faut répondre vite à un tel et à un tel et à un tel. Or, il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent attendre. C'est rassurant. On est obligé de gérer comme ça. Moi, je trouve ça un côté rassurant. L'épaisseur du temps, sinon, on ne fait pas un bon travail. Et puis sinon, on est nous-mêmes, on est hyper stressés. Déjà, on est stressé naturellement, j'allais dire, par l'activité d'entreprendre, etc. Et par toutes les fluctuations qu'on a eues récemment depuis cette crise, donc la crise du papier, enfin j'en passe, voilà. C'est-à-dire que la crise actuelle dure et s'intensifie. Dure à tous les niveaux. Il y a des choses qui ne sont pas du tout fluides qu'on avait avant 2020 qui ne sont plus, même l'acheminement des livres, les lenteurs, les coûts de, etc. Les coûts de fabrication. Donc tout a beaucoup bougé. On travaille quand même pas tout à fait comme avant, voilà, il faut dire ce qui est. Donc, il y a un moment où, sinon, on est dépassé, en fait, sinon. Donc, il faut mettre à distance des choses. C'est important de mettre à distance. Et s'accorder le temps de réaliser ce beau projet. Oui. Alors, pas pour conclure, mais un dernier point qui était important, tu fais partie d'un groupement d'éditrices. Je ne crois pas qu'il y ait d'éditeurs, c'est des éditrices. Non, ce sont des éditrices. Parce que ça s'appelle les enlivrantes. J'adore ce mot. Alors, ça consiste en quoi? Qu'est-ce qui a motivé ceci? Justement, comme je te le disais, pendant déjà, on se fréquentait sur les salons. Voilà. C'est-à-dire qu'on se retrouvait à Paris, à Étonnant Voyageur, on s'est retrouvés sur plusieurs salons. Et, des affinités, alors? On avait des affinités même de catalogue. C'est ça. Sur les littératures étrangères. Et de catalogue. Même si on n'était pas tout à fait sur les mêmes domaines. De goût aussi, il faut le dire, d'affection particulière pour des qualités de papier, de travail. Voilà, de travail. L'excellence au sens plein de l'artisanat. L'excellence de l'objet. Et on se fréquentait, on s'aidait, voilà. Et en fait, donc, pendant cette crise-là, quand tout était fermé, parce que c'est ça aussi, on a commencé à beaucoup plus se parler. C'était aussi un moteur. Et à vouloir faire des choses en commun. Et donc, on a commencé des premiers événements dans des lieux, si tu te souviens bien, parce qu'on oublie vite. La librairie éphémère qui a eu... Alors, non, on a commencé là, pour le groupe des Enlivrantes. On était 4 maisons d'édition. On a commencé, dès qu'on pouvait être hors confinement, on a fait des choses, même dans des jardins, dans des lieux du patrimoine. On a fait des choses dans une résidence d'écriture, etc., etc. Et on a commencé à faire des choses externes. Ensemble, une sorte d'émulation, voilà. Et après, pendant cette crise, effectivement, il y a eu d'autres choses en région. Par exemple, en Normandie, on a créé une association d'éditeurs qui n'existait pas, la Fabrique aux livres, et un lieu pour ça, un local, où il y avait non seulement de la vente de livres, mais aussi des animations, des rencontres, voilà, des lectures, pour créer une sorte de dynamique, parce qu'on a un métier qui est très solitaire, en fait. Aussi. Tout à fait. Les auteurs sont solitaires, mais les éditeurs aussi. Ne serait-ce que pour le temps de lecture, et puis même après le reste. Donc, et depuis tout ce mouvement-là, de collectif, donc de travailler en collectif comme ça, ou en associatif, on a adhéré aussi à la Fédération des éditeurs indépendants qui s'est créée en même temps quasiment que nous, notre association d'éditeurs indépendants. Et qui est basée où, cette fédération? C'est national, ça? Oui, c'est national. Elle regroupe l'ensemble des éditeurs indépendants, des associations d'éditeurs indépendants,
Voilà. Et quelques Parisiens, parce qu'ils n'ont pas d'association, mais peut-être que ça va se créer, je ne sais pas, voilà. Oui. Et ils ont tenu leurs assises de l'édition indépendante, c'est-à-dire un état des lieux aussi, c'est quoi l'indépendance, comment on travaille avec les professionnels, ce qu'on fait, ce qu'on défend, et au niveau de l'écosystème du livre, et etc. Un certain nombre de sujets. C'est comme un ordre, comme on parle du conseil de l'ordre, quoi. Voilà. Il y a déjà un état des lieux à faire, et il y a énormément de progrès aussi à faire dans les pratiques et dans l'écosystème du livre. Et je pense que les éditeurs indépendants, en tout cas, je crois que là-dessus, on n'est pas trop attaquable, c'est que on contribue bien à l'écosystème du livre. C'est-à-dire que souvent, on a on choisit des papiers de qualité, on travaille en proximité avec les gens. Avec l'écologie. Et donc, on ne pilonne pas. Voilà, on ne publie pas pour publier, on ne pilonne pas. Il n'y a quand même rien de pire, il faut se mettre à la place d'un éditeur, de créer quelque chose, avec toute la chaîne que ça implique, et la force de travail et l'énergie que ça implique, et qu'au bout du compte, on décide qu'on détruise l'objet. Qu'il faille détruire l'objet qu'on a créé de cet ensemble. De cette énergie, voilà. Entre guillemets, c'est criminel. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que... on ne publie pas à tort et à travers chez ces éditeurs indépendants. Non, je pense qu'on est tous sur une idée aussi de péréquation de titres, c'est-à-dire que dans un catalogue, il y a un ensemble économique et qu'un auteur qui vend moins qu'un autre, c'est ainsi, mais celui qui vend plus va ce qui n'a rien à voir avec la qualité du texte. Pour moi, ils sont tous là pour la même chose. Voilà. Et ils ne doivent pas sentir non, ils ne sont pas le maillon faible. Voilà. Et il ne faut pas qu'il y ait il faut qu'il y ait une émulation plutôt, j'allais dire littéraire, plus qu'une sorte de... Parce que sincèrement, de parfois... concurrence. Oui, et puis dans des salons, parfois, quand on entend même des écrivains, des auteurs connus, ils ne parlent que de chiffres, j'ai vendu en tas de langues, etc. Bon, voilà. C'est pas ça qui est la littérature, c'est autre chose, c'est quelque chose de bien du texte. plus... voilà. C'est du texte, c'est une pensée. Et donc, bien sûr que je ne dis pas que c'est pas important, mais ce que je veux dire, c'est que si on a ce compagnonnage-là, et pas un zapping aussi des auteurs, etc. Et pas ne pas être aussi un minimum reconnaissant d'un certain type de travail, de métier, parce que c'est part et d'autre, de travail de l'auteur et de l'éditeur. Eh bien, on doit se situer ailleurs quand même, voilà. On doit se situer ailleurs. Et c'est valable pour la culture en général. De manière générale, oui. Et on doit à la fois, respecter la liberté de création et comme la liberté d'un éditeur. Voilà. Alors on va en arriver à une très jolie phrase de conclusion qui est le message d'Emmanuel Vialamoisan à la fin de cette rencontre. C'est la phrase que tu m'as citée tout à l'heure. Disons, non, mais c'est une phrase assez générique, on va dire. Oui, on pourrait en choisir 10 000, mais s'il fallait choisir une chose, effectivement, le message, il serait quand même sur la liberté. Et je citais, la phrase évidemment de Nietzsche, la liberté, c'est de savoir danser avec des chaînes. C'est ce qu'on fait tous les jours. Oui. Mais il faut savoir danser. Il faut savoir danser. Parce qu'on ne peut pas dire... C'est ce qu'on oppose toujours aux éditeurs indépendants. Oui, mais vous êtes indépendant, mais est-ce que financièrement vous êtes indépendant? Mais est-ce que vous ne feriez pas mieux d'eux? Oui, mais vous n'êtes pas vraiment libre. Ça, c'est les chaînes. Oui, mais voilà. On dit tout ça. OK. Oui, on a une liberté, entre guillemets, surveillée. On a des chaînes économiques, des chaînes de rouage, des chaînes, beaucoup de chaînes. Mais il faut savoir encore danser avec cette matière merveilleuse qu'est la littérature. Voilà. C'est ça, en fait. Bravo Emmanuel, merci beaucoup merci d'avoir à toi, répondu Hélène. À mes questions. Merci. À une prochaine fois pour une 3e édition de Littérairement Vôtre. C'est un projet expérimental. Je vais prendre des notes. Projet expérimental. Et c'est dans le cadre d'un partenariat entre Livre et Lecture en Bretagne, c'est ça que ça s'appelle? Oui, partenariat. Et Normandie Livre et Lecture, donc entre la Bretagne et la Normandie, et la Maison de la Poésie. Alors, partenariat tripartite, alors. Voilà. Tripartite. Voilà.
Je vais Oui. être capable de l'éternuer, ça. Oui. Entre livre, lecture en Bretagne, En Bretagne, la Maison de la Poésie voilà. et, Et Normandie, livre et lecture. voilà. Voilà. Alors c'est dans l'autre sens. C'est Normandie, livre et lecture. Oui. Bon. Eh bien, Voilà. Et dans ce cadre-là, il fallait proposer un projet d'envergure oui, c'est ça. Et donc, ça, je l'ai là. en poésie, Hein? plutôt en poésie, parce que Voilà. c'est avec la Maison de la Poésie. Et voilà. Voilà, présentation du projet d'anthologie Voilà. de poésie Porcane. Présentation du projet d'anthologie et de la collection L'Heure Bleue. Donc ça, c'est une collection dirigée par Mahmoud. Oui, dans la collection L'Heure Bleue, il y a Sous le ciel de Kaboul. Voilà, d'accord. Voilà. Bon, on va faire court parce que... Non, mais tu n'es pas obligé même de parler là. Non. Moi, je vais dire directeur de collection. Voilà, c'est ça. Et voilà. Voilà.